Ohio everyone! J'espère que vous allez bien car je vous propose 3 nouveaux threads d'horreur tout droit issus de Reddit. Accrochez-vous bien car ces témoignages vont vous donner froid dans le dos si ce n'est que ça. J'étais vraiment choquée après leur lecture. Vous me direz si c'était pareil pour vous car moi, ça m'a vraiment fait frissonner. Bon, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en aurez pensé, à aimer la vidéo si elle vous a plu, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors installez-vous confortablement, prenez un petit truc à grignoter et à boire si vous voulez, et commençons par la première histoire. Je vais vous raconter l'histoire la plus traumatisante sur ma vie, en livrant ici beaucoup de détails. Merci de ne pas juger. Mai 2016, j'ai 24 ans, nana célib qui traîne sur une application de rencontre. Je parle à un mec que j'appellerai M, avec qui le courant passe bien depuis quelques semaines. On décide de se rencontrer, rendez-vous dans un parc. Le jour du date, M arrive en costard, avec dans les mains une boîte de mes gâteaux préférés. Petite attention qu'il avait retenue d'une précédente conversation. Il me sort le grand jeu. La soirée se passe et je sens que quelque chose me dérange. Il a des phrases, des manières qui font que mon instinct me dit « fais gaffe ». Je lui dis que son costume est sympa. Sa réponse est brève. « Merci, c'est le costume que je portais à l'enterrement de la mère d'un pote. » Ok, chelou. Mais la complicité qu'on avait tissée virtuellement me dit que c'est un original. Et je ne m'arrête pas à ce genre de truc, un peu maladroit. On décide de se revoir. Pas le lundi, je suis toujours pris. Je ne peux pas t'en dire plus, pour le moment. Mais j'y reviendrai. J'ai insisté, mais il n'a pas voulu me dire. On se revoyait régulièrement, et la relation prenait une tournure sérieuse. J'essayais parfois d'en savoir plus sur son indispo le lundi, mais il laissait planer le mystère et, bizarrement, ça lui donnait un charme. On passe nos premières nuits ensemble et je remarque que M devient bizarre. Et à partir de là, ça va partir en live. Je me réveille la nuit et je le vois assis à la table. Il me fixe dans la pénombre en fumant sa clope, les yeux rivés sur moi. « Tu dors pas ? » ?»« Non, je suis insomniaque. Tu es belle quand tu dors. » J'ai passé 3 nuits là-bas et c'était le même scénario. Un jour, il me tend un livre dans lequel il avait noté plus de 400 questions me concernant. Oui, elles étaient toutes numérotées, auxquelles je devais répondre à l'écrit à côté. Puis, je remarque chez lui une petite boîte. Je l'ouvre et je trouve mes mégots de cigarettes avec encore des traces de mon rouge à lèvres et des cheveux, les miens. J'ai fini par le surprendre en train de ramasser tous les cheveux que je perdais. Ça faisait que 3 semaines qu'on se fréquentait, et M s'attachait beaucoup trop vite à mon goût, et son comportement douteux me faisait clairement peur. Je décide donc de percer l'abcès, et lui dis que je préfère qu'on en reste là. Pris au dépourvu, il décide de m'avouer son absence du lundi. Il me dit « J'ai été diagnostiqué ». Je censure le diagnostic par respect pour les personnes qui potentiellement pourraient me lire et se retrouver dans une situation similaire de pathologie mentale lourde. J'ai mon dossier là, tu peux le regarder. Tous les lundis, je vais à un groupe de parole. Je suis sous tutelle car considérée comme irresponsable. Je décide de ne pas scruter son dossier car ça ne me regarde pas. Ma décision est prise. Je prends mes affaires et honnêtement, je me sens de plus en plus en danger avec lui. Et d'un coup, M pète littéralement un câble. Il commence à faire des bruits de fauve, il hurle, il balance un couteau de cuisine par la fenêtre. Et heureusement, il n'y avait personne en bas. Et finit par se taper la tête avec une théière. Et je suis là, devant un mec d'1,85 m en délire. Je tente de le calmer et il s'assoit au sol, prostré, et me dit l'un des pires trucs que j'ai pu entendre de ma vie. Il regarde par terre et me dit « Tu sais, si je devais tuer quelqu'un un jour, je lui ouvrirai le ventre. J'enroulerai ses entrailles autour de mes poignets, puis je lui arracherai le cœur pour le manger. » Il lève la tête et me sourit, avec un regard à glacer le sang. J'ai vraiment cru que je vivais mes derniers instants. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé son meilleur pote avec son téléphone. Il a débarqué 10 minutes plus tard et a convaincu M de se faire interner.
C'était apparemment un habitué de l'hôpital psychiatrique qui était en réinsertion car son état s'était amélioré, mais qui ne prenait pas son traitement médical lorsqu'il était hors de la structure. L'histoire ne s'arrête pas là. M a commencé à me harceler de l'HP où il était interné partiellement. Selon lui, j'étais suivie par la mafia qui était à ses ordres. Il m'envoyait des vidéos de lui où il chantait des trucs absurdes et menaçants. Il me disait qu'il me retrouverait pour me faire la peau. Il m'envoyait des photos de ses scarifications, menaçait de se suicider si je ne revenais pas. Il m'appelait en me faisant croire qu'il était en train de mourir après s'être ouvert les veines, etc. Et il a fini par me foutre la trouille en me disant que sur ses temps de sortie, il me suivait, avait retrouvé où j'habitais, il n'en savait rien. Il n'avait pas mis les pieds chez moi, mais avait su me mettre le doute en me disant qu'il y avait un très bel arbre dans mon jardin. Ce qui est véridique. Il y avait un énorme cerisier chez moi. J'ai dû lui dire un jour et il l'avait noté dans son carnet. D'ailleurs, son carnet a été retrouvé et il y avait un nombre d'informations incalculables sur moi, selon les dires de son pote qui m'a recontacté par la suite. Évidemment, j'ai porté plainte et le policier a essayé de lui mettre la pression par téléphone, mais ça n'a pas marché. J'ai aussi changé de numéro et n'ai plus contacté personne de son entourage et pendant 5 ans, j'ai fréquenté les rues de ma ville avec la peur au ventre de le croiser. Ça s'est produit 2 fois, mais j'ai toujours réussi à me cacher. Mon père a contacté sa mère. J'avais eu son numéro le jour de l'internement de son fils par le biais de son ami afin que je la prévienne. Elle a avoué qu'elle et sa fille avaient déménagé car elles avaient peur de lui. 3 ans après, il m'a renvoyé un mail super creepy me disant qu'il n'a jamais oublié le premier jour où il m'a vu et que, toutes les nuits, il dormait avec moi. Le cauchemar. D'ailleurs, je faisais régulièrement des cauchemars de lui, où il tuait des gens de ma famille, et j'avais pris cette habitude régulière de taper son nom et prénom dans la barre de recherche Google, car j'étais persuadée qu'un jour, il ferait du mal. Il y a 3 mois, j'ai réitéré ma recherche, et je suis tombée sur sa rubrique nécrologique. Je ne connais pas les circonstances, probablement suicide ou overdose, qui sait. Et j'ai ressenti beaucoup de peine pour lui et sa famille, car malgré ce qu'il m'avait fait endurer, chantage, menaces, harcèlement, je me suis rappelé qu'il était avant tout malade et probablement pas assez surveillé. Je n'ai pas assez mis en avant le fait de faire extrêmement attention sur qui vous tombez sur les applis de rencontres. On ne le dit jamais assez, mais restez toujours sur vos gardes, car même si le contact virtuel réel se passe bien, gardez toujours vos distances les premiers temps et restez vigilant tant que vous n'avez pas bien appris à connaître la personne. Prenez soin de vous et merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Un petit contexte s'impose avant de vous raconter mon histoire. J'avais 19 ans, je venais de déménager à Agen pour entamer ma première année d'études supérieures. C'était un dimanche, vers la fin du mois de septembre 2015. Il faisait déjà très sombre le soir, voire presque nuit. Je rentrais de Toulouse après avoir passé un week-end de fête pour l'anniversaire d'une amie. J'avais choisi de prendre un train tard le soir pour rentrer à Agen afin de profiter de mon après-midi à Toulouse avec mes copines. Je venais d'arriver à la gare de Agen vers 21h50 et je devais encore marcher 30 minutes pour arriver jusqu'à chez moi. Étant nouvelle sur Agen, c'était la première fois que je traversais la ville en pleine nuit. De toute ma vie, je n'avais jamais eu de problème avant. Je n'étais donc ni inquiète ni effrayée de rentrer chez moi toute seule, à pied et en pleine nuit. Maintenant que le contexte est dit, je vais pouvoir commencer mon histoire. En sortant de la gare, j'ai aperçu un petit groupe de gars qui fumaient face à la gare. Je n'y ai pas prêté attention plus que ça. J'ai enfilé mon casque, mis ma musique et j'ai commencé à avancer pour rentrer chez moi. La seule trajectoire que je connaissais pour rentrer chez moi à ce moment-là était une longue ligne droite, puis tourner à gauche au parc de Palissy et encore une longue ligne droite, simplissime.
J'étais toujours sur ma première ligne droite, mon casque sur la tête, les éclairages étaient encore bons, mais je voyais que plus loin, ils commençaient à se dissiper. Et je ne l'avais pas vu, mais pour le moment, ça ne me posait pas de problème. Je me suis alors aperçu que quelqu'un marchait derrière moi. Il portait un pull gris foncé, avec la capuche sur la tête. Il rentrait probablement chez lui, lui aussi. 15 minutes de marche plus loin, le gars était toujours là. L'éclairage s'estompait peu à peu, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Le stress a commencé à monter en moi. J'ai essayé d'ignorer, et bêtement j'ai commencé à monter le volume de mon téléphone pour me focaliser sur la musique que j'étais en train d'écouter. Près du parc, l'éclairage était presque inexistant. Je commençais vraiment à angoisser car le gars était toujours en train de marcher derrière moi. J'ai commencé à accélérer la marche. J'avais le choix de soit traverser le parc ou soit de le contourner. Pensant au pire, je me suis dit qu'il valait mieux que je reste sur le trottoir pour longer toutes les habitations du centre-ville. Juste au cas où, il y aurait bien eu des gens pour entendre ou voir quelque chose dans la pire des situations. Par peur et par sécurité, j'ai décidé de contourner le parc. Lui a décidé de couper par le parc, ce qui lui a fait gagner un peu de distance. Malgré le noir, je voyais sa silhouette avancer dans le parc et je pouvais apercevoir qu'il se retournait toutes les 2 minutes presque pour voir où j'en étais. J'ai marché très vite, toujours plus vite, pour prendre de la distance, car plus je le voyais avancer, plus j'avais le sentiment qu'il allait finir par me rattraper à la sortie du parc. J'ai réussi à prendre un peu de distance et j'ai maintenu ma vitesse de marche. J'avais très peur. Il n'y avait plus du tout de lumière. Il faisait vraiment tout noir. Je n'osais ni courir ni me retourner. J'avais peur qu'il se mette à me courir après et surtout qu'il me rattrape. J'avais peur de voir et de connaître la distance à laquelle il était et qu'il voie ma peur. J'avais peur et je préférais me focaliser sur ma marche et ma vitesse. Je voulais rester discrète, mais l'angoisse était tellement forte que j'ai commencé à pleurer. Je faisais tout pour ne pas faire de bruit, pour ne pas qu'il m'entende pleurer. L'idée qu'il aperçoive ma vulnérabilité me faisait peur. J'avais peur que ça lui donne plus de pouvoir ou de force et que ça me tétanise encore plus. Autour de moi, il n'y avait ni lumière, ni maison, ni voiture, juste lui qui me suivait, et moi. J'étais vraiment seule pendant 5 longues, très longues minutes. Plus je marchais, plus je commençais à réaliser qu'on marchait tous les deux en direction de chez moi. Il fallait que je pense à changer de trajectoire, mais il n'y avait pas d'autre chemin. Le prochain carrefour était encore loin. Les larmes coulaient à flots sur mes joues. La boule que j'avais dans le ventre pesait de plus en plus, et je commençais à avoir un sacré point de côté. Arrivé au carrefour, j'ai traversé sans même regarder s'il y avait des voitures. J'ai juste foncé. La rue était un peu plus éclairée, mais c'était toujours très calme. Personne, pas de voiture. J'avais envie de rentrer dans un appartement ou une maison, n'importe lequel, faire genre que c'était chez moi et demander de l'aide, mais je n'ai pas eu le courage. Au bout de 3 à 4 minutes après avoir traversé le carrefour, j'ai aperçu un autre homme, plutôt la quarantaine d'années. Il me faisait de grands gestes pour que je m'arrête. Je me suis tétanisée, j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être ensemble. Il a continué à marcher à ma longueur et a continué de faire des grands gestes. Et j'ai vu qu'il me faisait des gestes pour que je retire mon casque, ce que j'ai fait. Le monsieur d'une quarantaine d'années m'a dit « Mademoiselle, je vous ai croisée avec ma femme et mon fils plus bas. L'homme derrière vous vous suit depuis tout à l'heure. Je vous ai suivi pour m'assurer que tout irait bien pour vous. Mais je l'ai vu se mettre à courir après vous et je me suis mise à courir moi aussi pour vous prévenir. Venez de ce côté du trottoir, je suis avec vous, vous n'êtes plus seul, ne vous en faites pas. » J'ai tout de suite vu sa crainte et j'ai senti la frayeur dans sa voix. Sans me poser de questions, j'ai traversé la route pour le rejoindre et je me suis effondrée en larmes. Il a essayé de me rassurer mais je n'arrivais pas à me calmer, je tremblais de partout. Au moment où le monsieur est venu me parler, le gars qui me suivait était toujours derrière moi. On l'a tous les deux observé partir. C'était la première fois que je le voyais d'aussi près et aussi bien. Le monsieur qui m'a rejoint m'a expliqué qu'il tenait le bureau de tabac dans la rue d'en face à la gare et qu'ils étaient en train de fermer au moment où je suis passée. Lui aussi était persuadé que le gars qui me suivait me voulait du mal.
On est resté assis sur le trottoir près de 30 minutes le temps que je reprenne mes esprits, et il m'a gentiment raccompagnée jusqu'à chez moi. Le monsieur pensait que je ne m'étais pas du tout aperçu que le gars me suivait. Il m'a raconté plus tard que le gars s'était mis à courir quand on était dans le noir complet et qu'il était vraiment très proche de moi. Ensuite, le monsieur s'est mis à crier et le gars qui me suivait a ralenti d'un coup. Il allait certainement faire quelque chose, mais le cri du monsieur l'en a dissuadé. De mon côté, j'étais devant, beaucoup trop effrayée pour me retourner et la musique à fond dans mon casque. Je n'avais rien entendu de tout ça. Après ça, je n'ai pas réussi à sortir seule le soir pendant plusieurs semaines. Bonjour, je m'appelle William. J'ai 18 ans et je vis au Canada. Je vous raconte cette histoire environ 10 jours après qu'elle se soit produite. Je travaille dans une grande ville et j'habite à environ 1 heure de cette ville, donc 2 heures de route par jour et sur le chemin du retour, c'est le noir complet sur les routes. À mi-chemin, entre mon lieu de travail et ma maison, je me retrouve derrière une Hyundai Elantra blanche, qui roulait anormalement lentement. Pour le contexte, les routes sont limitées à 90 km/h, mais presque tout le monde roule à environ 100-110 km/h, parfois plus pour certains, et ce, même dans le noir complet. J'estime que cette personne roulait à 70 km/h. Sur le coup, je me dis que ce n'était pas très grave et que j'allais attendre d'avoir une ligne droite pour dépasser. Peu après cette réflexion, cette même personne commence à me faire des brake checks. En gros, il appuie légèrement sur les freins, juste assez pour que les feux s'allument, mais qu'il ne freine pas. J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment, et en portant plus attention au véhicule, j'ai remarqué que cette voiture n'avait aucune plaque d'immatriculation. Elles sont à l'arrière du véhicule ici. Tout en remarquant ça, il continuait de me faire des appels de frein. J'ai commencé à me demander s'il essayait de me signaler quelque chose sur mon véhicule et c'est là que j'ai remarqué que j'étais encore sur les feux de route. Gros soulagement. Je baisse les yeux pour les éteindre et, en relevant la tête, je vois que cette même voiture est à moins d'1 mètre. Il avait freiné violemment. J'ai frappé son véhicule qui était presque à l'arrêt complet, à environ 60 km/h j'estime. Bien sûr, les airbags ont sauté et le temps que je réalise ce qui venait de se produire, je remarque qu'un homme descend de cette voiture. Il était de taille assez moyenne et plutôt corpulent. Un de mes feux fonctionnait toujours, donc j'ai bien pu voir son visage avec un sourire quasi démoniaque. Léger détail de plus, il a un marteau à la main. Pris de panique, je verrouille toutes mes portes manuellement et lui se met devant mon véhicule et me fixe pendant de longues secondes. Il enlève son manteau et éclate mon seul phare avant qui fonctionne toujours. Il va derrière le véhicule et éclate mes 2 autres feux arrière. Après cela, il est retourné à sa voiture et est parti. Et c'est là que j'ai compris ce qu'il venait de faire. Il m'a rendu invisible pour n'importe quelle autre voiture qui arriverait derrière moi, à très haute vitesse dans l'espoir de causer un 2e accident. Je suis descendue de mon véhicule et j'étais à plusieurs heures de marche du village le plus proche. J'ai directement décidé d'appeler les urgences. Policiers, ambulances et remorqueurs sont arrivés et je leur ai tout raconté. Bilan, je me suis cassé le nez et ma voiture est bonne pour la poubelle. C'était une vieille voiture mais que j'adorais plus que tout. Une Ford Mustang 2001 décapotable pour les curieux. Et je n'ai pas eu de nouvelles de cet individu. Jusqu'à aujourd'hui. La voiture était bien sûr volée et l'homme en question était déjà recherché pour 2 autres histoires similaires où il a employé les mêmes méthodes. L'homme est toujours recherché aujourd'hui. Pour me dépanner et me rassurer, mon employeur m'a prêté un véhicule de fonction, un Chevrolet Silverado 2500 HD. C'est un pick-up assez gros, donc si ça arrive encore, je vais sûrement lui rouler dessus. Malgré tout, le trajet jusqu'à mon emploi est toujours un moment de stress intense et prendre le volant dans le noir reste très difficile pour moi.